Bonjour à tous, bienvenue à la série de webinaires de la COVID-19 de la JICA. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes donc avec la JICA. Merci de vous joindre à nous. Nous avons plusieurs professionnels de la santé du Japon qui sont avec nous, qui vont nous faire part de l'expérience des connaissances de la réponse à la COVID-19 et vont nous faire part donc de leurs travaux en la matière. Nous allons nous focaliser sur les résultats des biomarqueurs lorsque les patients souffrent de symptômes graves. Permettez-moi de vous faire une petite communication, question d'organisation tout d'abord. Ce webinaire est organisé en anglais et en français et il y a une fonction d'interprétation qui est disponible. Vous avez un bouton à cet effet. Sélectionnez donc le bouton de votre choix pour profiter de cette discussion. Ensuite, nous avons également une possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à utiliser la fonction de questions-réponses pour écrire ces questions. Utilisez donc cette fonction Q&A pour écrire cette question et pas la chatbox. Ce webinaire sera enregistré et téléchargé, la vidéo sera téléchargée sur la chaîne YouTube de l'Institut de recherche Ogata de la JICA plus tard. Nous avons également téléchargé les diapositives de la présentation des orateurs dans le nuage. À titre de référence, vous pourrez trouver les informations pour y accéder dans un message de rappel que nous avons envoyé il y a environ 1 heure, ainsi que dans la chatbox. Merci de noter que la reproduction d'une partie ou de l'intégralité du contenu est interdite. Ensuite, nous souhaitons également obtenir votre retour. Nous allons avoir un sondage en ligne qui prendra environ 5 minutes à remplir et le lien vous sera communiqué à la fin du webinaire. Merci de votre coopération par avance et pour finir, nous préparons un autre webinaire en juin et nous allons ouvrir le site web avec toutes les informations bientôt. Je vous redonne la parole. Bien, à nouveau. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette série de webinaires sur la COVID-19. Je vais inviter Monsieur Takizawa, directeur principal du Bureau de la réponse à la COVID-19 de la JICA, pour qu'il vous présente les orateurs. Monsieur Takizawa, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi, bon matin, ça dépend de la fuseau horaire dans laquelle vous vous trouvez. Bienvenue à cette série de webinaires. Je m'appelle Iko Takizawa, je suis directeur principal du Bureau de la réponse à la COVID-19 de la JICA. Tout d'abord, j'aimerais vous faire part de mes condoléances pour ceux qui ont perdu des proches avec cette maladie ou de la situation que cette pandémie occasionne. La JICA a répondu très rapidement à la pandémie et a commencé à soutenir ses pays partenaires et institutions partenaires dans la lutte contre cette maladie. Nous avons notamment aidé à créer le système diagnostic PCR et la promotion du contrôle et de la prévention des infections dans les installations de soins de santé. Nous sommes fiers de dire que nos institutions partenaires sont aux avant-postes de cette lutte et qu'ils sont à la tête des efforts nationaux qui sont déployés. C'est une tâche difficile et nous sommes à vos côtés. L'été dernier, nous avons lancé l'initiative pour la santé et la médecine mondiale de la JICA, sous le leadership du président Kitaoka, qui vise à mobiliser une réponse à l'échelle de l'organisation pour soutenir nos partenaires et en nous focalisant sur la prévention, la précaution et le traitement. Notre soutien mondial depuis le début de la pandémie inclut notamment
30 milliards de dollars de prêts concessionnels sous la forme de soutien budgétaire général, de façon à atténuer le stress et les difficultés macroéconomiques et budgétaires, ainsi que 30 millions de dollars pour du matériel essentiel, comme les équipements de protection individuelle, diagnostic, matériel médical, pour aider à dynamiser la réponse d'urgence apportée par nos institutions partenaires dans plus de 60 pays. Dans le cadre de l'initiative, nous mettons également l'accent sur le partage de connaissances en nous focalisant sur l'expérience du Japon et sur la façon dont nous avons de traiter ce défi, ce qui inclut cette série de webinaires. Et dans ce webinaire-ci, nous souhaitons vous faire part des dernières innovations qui proviennent du Japon. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur l'innovation qui permet d'améliorer la gestion des cas. Comme vous le savez, l'un des défis de la gestion de la COVID-19, c'est que seule une partie des personnes ont besoin d'attention médicale, mais une fois que cette attention est nécessaire, la condition des patients peut se dégrader rapidement. Si l'on peut prédire le pronostic tôt dans l'infection, nous pourrons traiter des situations de façon plus efficace et plus efficiente en focalisant plutôt ou en consacrant les ressources médicales limitées à ceux qui en ont le plus besoin. Est-ce que c'est possible? Nous allons donc écouter nos orateurs aujourd'hui qui vont nous parler notamment de la signature protéique qui permet de prédire le pronostic de la maladie. Et sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos orateurs d'aujourd'hui. Nous avons Dr Isono qui va vous présenter la toile de fond de son domaine de recherche. C'est un chercheur invité de la JICA et il a plus de 15 ans d'expérience. Il a servi de conseiller principal pour la JICA dans plus de 40 pays. Nous avons également Dr Masuya Sugiyama, qui est le vice-leader de projet du projet des sciences médicales génomiques au NCGM de Tokyo au Japon. Et il se spécialise notamment en hépatite virale et en immunologie. Il va nous faire une présentation sur les biomarqueurs qui peuvent prédire la sévérité ou la gravité de la COVID-19. Nous avons ensuite Dr Eisei Noiri, qui est le directeur général du réseau des biobanques du Centre national et scientifique principal au NCGM également. Et son domaine de recherche, ce sont donc la médecine interne rénale. Il va également nous faire une présentation sur les biomarqueurs qui peuvent prédire la sévérité de la COVID-19. Je donne la parole à Monsieur Isono. Merci, Monsieur Takizawa. Nous allons donc commencer avec Dr Isono, qui va nous parler des facteurs prédictifs de la COVID-19. Vous avez la parole, docteur. Bonjour à tous, je suis docteur Isono. Alors, je vais projeter ma présentation un petit moment. J'aimerais vous donner un petit aperçu dans des facteurs prédictifs de la gravité de la COVID-19. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme vous le savez, il y a plusieurs stades de l'infection de la COVID-19, donc une phase asymptomatique, ensuite des cas non graves symptomatiques, et ensuite le stade de maladie grave.
En général, on voit qu'environ 20 à 30 des cas doivent être hospitalisés et environ 20 des cas hospitalisés nécessitent des soins intensifs. Et parmi les cas asymptomatiques ou les cas avec des symptômes légers, il y a des cas de mort subite ou des cas de dégradation rapide. Donc, il est absolument essentiel de détecter ces cas, des cas avec des conditions graves, de façon très précoce, dès les premiers stades. Vous voyez maintenant sur cette diapo donc un graphique. Donc nous avons la réaction immunitaire dans certains cas. Nous avons donc ce choc cytokinique et nous voyons qu'il y a des liaisons dans les tissus et dans les cas les plus graves, eh bien, cela peut entraîner la mort. Ce choc cytokinique joue un rôle très important en ce qui concerne l'évolution vers des cas graves de la COVID-19 et également nous voyons qu'il y a une inflammation, cascade inflammatoire. Ensuite, sur cette diapositive, vous voyez maintenant les facteurs de risque ou les marqueurs possibles qui sont connus et qui sont liés à la gravité et à la mortalité due à la COVID-19. Il y a donc des facteurs démographiques ou des conditions cliniques comme le sexe, l'âge, par exemple plus de 70 ans. C'est en général les cas qui sont les plus graves. Il y a également la comorbidité avec les maladies cardiaques, le diabète, dyslipidémie et les MPOC. Également des marqueurs de laboratoire généraux. De nombreuses études le montrent. Donc, nous voyons qu'il y a des facteurs liés à l'inflammation, les leucocytes, les lymphocytes, protéines réactives C, procalcitonine, également les facteurs liés à la coagulopathie, les plaquettes et les dédimères, et les facteurs liés aux liaisons des tissus, LDH, troponine, débit de filtration glomérulaire estimé. Ce sont des exemples des facteurs de risque connus. Là, il s'agit des marqueurs qui sont présents dans les études. Là, ce sont les marqueurs et les facteurs de risque connus. Merci. Donc, nous pouvons passer à la diapositive suivante. Alors, là, nous allons parler des cytokines. L'orateur est inaudible.
Ah. L'orateur s'excuse de cette interruption. Donc, vous voyez maintenant la classification des cytokines. Ça, ce sont des exemples. Donc, il y a beaucoup de facteurs humoraux qui sont impliqués. Donc, interférons, interleukines, chimiokines, facteurs de croissance, etc. Donc, les interleukines, vous voyez, c'est pour activer les cellules immunitaires. Donc, il y a plusieurs types d'interleukines, IL-2, IL-6, etc. Pour l'interféron, nous voyons que c'est pour inhiber la prolifération des virus et des cellules tumorales. Il y a différents types d'interférons, lambda, gamma, etc. Pour les chimiokines, donc c'est pour faciliter la migration des cellules immunitaires, donc notamment CCL, CX et L. Et là, on va en parler dans la prochaine présentation. Les facteurs de nécrose des tissus, c'est pour induire une réaction immunitaire et pour nécroser les cellules tumorales. Donc, facteurs de nécrose tumorale alpha et bêta. Et les facteurs de croissance, là, il s'agit de faciliter la prolifération et la différenciation des cellules cibles et le facteur de croissance épidermique de ces cellules. Donc là, c'est une explication relativement simple des différentes cytokines. Ensuite, nous avons les biomarqueurs prédictifs possibles liés au système inflammatoire. Donc, comme je l'ai expliqué, nous avons les interleukines. Nous avons le 1 bêta, 2, 6, 7, 10. Là, nous voyons que ce sont des biomarqueurs prédictifs. En général, c'est le IL-6 qui est celui qui permet de mieux prédire l'évolution de la maladie. Nous avons également l'interféron, donc interféron gamma et la protéine 10, IP10. Pour les chimiokines, nous avons le MCP1 ou CCL2, également le MIP1A, CCL3, bêta, CCL4. Pour le facteur de croissance, nous avons le facteur stimulateur des colonies granulocytes. Également pour le facteur de nécrose tumorale, alpha, donc TNF-alpha. Pour certains d'entre eux, nous en sommes encore au stade de la recherche. IL-6, par contre, fait consensus dans la plupart des études. Et nous avons également de très bonnes études pour le choc cytokinique. Et si vous êtes intéressé par tout cela, eh bien, n'hésitez pas à le signaler. Diapositive suivante. Donc, merci de votre attention. Nous avons également d'autres informations. Nous avons reçu des questions par avance. Il y a des questions qui portent sur la charge virale notamment, à savoir si ce sont des biomarqueurs prédictifs. Eh bien oui, effectivement. Et je vais également partager cette présentation, parce qu'il y a certaines différences entre les biomarqueurs. Et si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas à le signaler. Merci de votre attention. Merci. Merci, docteur Isono. C'était très intéressant comme introduction. Nous sommes désolés
qu'il y ait eu des interruptions qui étaient provoquées par des problèmes techniques sur site. Merci de votre compréhension. Nous allons maintenant passer au deuxième exposé par un des principaux chercheurs scientifiques. Il s'agit du docteur Masayada Sugiyama. Le docteur Sugiyama va vous parler des facteurs séroprédictifs pour les symptômes sévères ou graves de COVID-19. Je vous donne la parole. Bonjour, je m'appelle Masaya Sugiyama et c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui et je remercie JICA et ses membres qui me permettent de m'adresser à vous. Je voudrais vous parler des mécanismes prédictifs Comme vous le savez, le Covid-19 développe soit des symptômes légers, soit des symptômes sévères ou critiques. Et ce sont des différences importantes. L'élément clé, c'est pour les patients à infection légère ou modérée, ils peuvent basculer en situation sévère ou critique assez rapidement. Dans cette étude, ce que nous voulons faire, c'est trouver un marqueur prédictif dans l'échantillon PCR positif pour pouvoir essayer de prédire s'il y a ce risque de basculement. Il faut pour cela procéder à une analyse approfondie des facteurs humoraux. Et nous utilisons notamment un test diagnostique rapide et simple, qui est un test sanguin, prise de sang, et nous adaptons notre échantillon au niveau des critères de l'Office national de la santé du Japon. Ce tableau vous montre tous les facteurs humoraux et le point unique, c'est la famille interféron lambda qui est incluse dans cette série. Donc, nous utilisons en fait une cohorte de dépistage avec d'une part les symptômes légers à modérés et d'autre part les symptômes sévères ou graves à critiques. Et nous voyons qu'au niveau des sérums, il n'y a pratiquement pas de différence, en tout cas remarquable, car le sérum prélevé est un sérum prélevé en début d'hospitalisation ou à l'arrivée à l'hôpital. Et donc, vous voyez que les chiffres sont relativement comparables. Mais si on prend le CRP, nous voyons là que les chiffres sont élevés. Et ceci sert en fait à confirmer les premières données obtenues. Après la phase de dépistage, nous recherchons les 5 marqueurs prédictifs dans l'échantillon de sérum. La catégorie A, il s'agit des facteurs prédictifs en phase précoce d'infection. Et la catégorie B, ce sont les facteurs prédictifs d'apparition d'une pathologie grave. Si l'on reprend ceci en détail, comme vous le voyez dans la diapositive suivante, là, vous avez 17 jours, à 17 jours post-hospitalisation, le graphique montre quelle est l'évolution de chacun des patients. À la ligne bleue, c'est pathologie légère à modérée, que nous avons donc séparé. Et vous voyez ici le taux élevé de CCL17.
entre le point d'arrivée, le moment d'arrivée à l'hôpital et la guérison. Ici, vous voyez un CCL17 en faible quantité. Donc, ceci vous donne déjà une différence cruciale entre léger modéré et sévère ou grave critique. La catégorie B, vous avez la présence de l'IFN bêta 3 et dans les cas de pathologie légère à modérée, vous avez un taux d'expression extrêmement faible dans le sérum. Cependant, dans les cas sévères critiques, vous avez un profil unique pour tous les patients. Et vous voyez une augmentation rapide, un profil d'augmentation rapide et de diminution également rapide. Et vous avez donc une pique qui est tout à fait unique quelques jours après l'hospitalisation dans les deux cas. Le taux de CCL17 reste très faible dans les cas critiques ou sévères. Et ici, ces données CCL17 ne permettent pas de repérer des symptômes avant l'apparition de la pathologie. Cependant, après la pique dans la courbe, un apport supplémentaire d'oxygène est requis pour tous les patients. Donc, l'IFN sérique bêta est un moyen excellent d'arriver à cette conclusion. Alors ici, vous avez l'analyse ROC qui permet de nous reconnaître. Ensuite, pour valider les données acquises dans cette cohorte, nous avons préparé une cohorte de validation indépendante. Et ce tableau vous montre que si le niveau SPO n'est pas tellement différent d'un groupe à l'autre, mais dans la cohorte de dépistage, passé le moment d'hospitalisation, nous voyons qu'il y a là un facteur au niveau du CCL17. Il y a une variante dans l'analyse qui permet de confirmer les éléments prédictifs antérieurs. Et donc ceci, à partir du moment où on procède à une analyse multivariate, nous constatons que les prédicteurs sévères sont présents. Donc voici la comparaison. Donc dans la cohorte de validation, vous voyez que les valeurs de cohorte ont été calculées en utilisant la cohorte de dépistage comparée. Et dans les deux groupes, nous voyons là une distinction claire au bout de 17 jours. Ce graphique vous montre les données combinées de la cohorte de dépistage et de la cohorte de validation. Et vous arrivez à un chiffre de 95. En ce qui concerne la validation IFN lambda 3, vous voyez que, encore une fois, ces données montrent un profil, manifestent un profil tout à fait particulier.
Donc, les données de validation IFN lambda 3 sont montrées ici. Vous voyez que la spécificité de 77%, sensibilité 77,4%, spécificité de 87,6%. Cette diapositive vous montre les éléments exclusifs de chacun des marqueurs prédictifs. Donc, en cas de maladie légère ou modérée, et en cas de maladie grave ou critique. Et là, vous avez des malades non Covid. Et là, vous voyez que le CCL17 montre que les patients en phase critique ont un niveau d'expression extrêmement faible, alors que les autres groupes présentent une manifestation de 300 ou 400 microgrammes. Dans l'IFN lambda 3, pour les patients modérés ou graves critiques, vous voyez pour l'hépatite C, la recherche dans le domaine de l'hépatite C nous montre que si l'on utilise les données lambda 3, nous devons être prudents. Cette diapositive vous montre d'abord si le test CCL17 est disponible avec un groupe à haut risque et à faible risque. La possibilité existe que le taux d'hospitalisation soit meilleur si l'on utilise IFN lambda 3. Nous avons un bon effet prédictif. Enfin, donc, une recherche fondamentale est en cours dans nos laboratoires actuellement. Le CCL17, au niveau de la production des anticorps. Cependant, si cette production diminue, le taux diminue aussi. Cependant, le CCL9 ou IT10 nous montre que le CCL1 avec le TH1 peut manifester des symptômes élevés. Donc, quels sont nos objectifs de recherche? Outre la recherche fondamentale qui est en cours dans nos laboratoires. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci, Dr Sugiyama. C'était une présentation très intéressante. Un petit rappel pour vos questions. Si vous voulez poser des questions, merci d'utiliser la fonction Q&A et pas la chat box. Et c'est là que vous pouvez donc mettre vos questions. Bien, maintenant nous avons le docteur Noiri. Docteur Noiri va nous parler des biomarqueurs dans l'urine et savoir s'ils peuvent prédire les risques de gravité de la COVID-19. Docteur Noiri, vous avez la parole. Docteur Noiri, votre micro n'est pas activé. Merci d'activer votre micro. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Merci de m'avoir invité à ce webinaire et je remercie la JICA et je remercie également
tout le public qui s'est joint à nous pour cette conversation. Alors, par rapport à la présentation du docteur Sugiyama, eh bien, je vais être un peu plus dans la simplicité parce qu'on va parler de l'urine maintenant. Alors, sur cette diapositive, vous voyez le nombre de patients infectés à Tokyo. Donc, à gauche, cette ligne bleue, c'est le nombre de nouveaux cas. Et après avril, l'Université de Tokyo donc, a commencé à enregistrer des nouveaux cas. Donc, vous voyez la ligne en orange. Donc là, c'est une simulation avec le vaccin ou sans le vaccin. Donc là, nous en sommes à peu près là. Et oui, donc la simulation, donc les deux lignes orange. Et si nous avons donc le variant indien, donc peut-être 10 cas du variant indien au début du mois d'avril, eh bien, on voit la simulation, donc le variant indien aura un impact énorme. Alors, on sait qu'il y a une sorte de phobie vis-à-vis de la COVID-19, et c'est parce que nous ne savons pas quels sont les cas qui vont devenir des cas graves. Au Japon, pour l'instant, nous avons pour la plupart des cas légers. Et donc, il ne faut pas exagérer le nombre de décès. Il y a donc des cas de décès en une semaine pour les cas graves, mais on ne sait pas qui va être frappé. Nous avons donc les cas de pneumonie qui évoluent vers des SDRA. Alors, on a dit que des risques étaient notamment l'âge, le diabète, l'obésité, ou des gens qui ne sont pas en bonne santé. Mais nous savons que cette liste n'est pas exhaustive. Donc, on voit qu'il y a notamment des personnes de 40 ans qui, dont les cas s'aggravent également aussi. Alors, on ne sait pas quels cas vont devenir des cas graves. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la même phobie pour tous les cas de COVID-19. Donc, les recherches de la JICA en la matière sont absolument excellentes. Et si on... Mais un diagnostic, c'est juste un diagnostic, c'est tout. Ça ne peut pas prédire l'avenir. Alors, les exigences en période de pandémie. Nous voyons qu'il y a des ressources médicales limitées, donc il faut faire le tri entre tout cela. Et chaque test doit être facile à manipuler en période de pandémie et les résultats doivent être renvoyés sur site. Si vous envoyez les résultats dans un laboratoire clinique, eh bien, les choses sont éparpillées. Et donc, il faut que les résultats soient renvoyés sur site pour que la décision soit plus facile à prendre et soit plus claire. Nous avons donc le SP02, comme l'a mentionné le docteur Sugiyama. Et donc, cela peut prédire si c'est un cas de gravité
sévère et de voir si une hospitalisation est nécessaire. C'est une mesure excellente et c'est une invention japonaise. Est-ce que vous le saviez? C'est monsieur Oyagi, ingénieur japonais, qui a inventé cette méthode. Donc, qui est une méthode japonaise. Mais le gouvernement du Japon recommande d'utiliser un taux de 93%. Donc, dans ce cas-là, il faudrait une hospitalisation. À 95 ou 96%, eh bien, ce serait plutôt une observation. Et comme vous le savez, la valeur SP02 fluctue toujours. Et cette valeur ne peut pas être la source d'une prise de décision de façon opportune. Nous avons donc la pression sanguine qui peut diminuer. Et donc cette valeur s'amenuise également. Et peut-être que cette valeur SPO2 n'est pas à ce moment-là un bon indicateur pour prendre une décision. Si on utilise une moyenne, eh bien, dans ce cas, ce serait peut-être plus fiable. Et c'est ce qu'a dit le docteur Sugiyama en substance. Alors, nous proposons également d'utiliser l'urine. Donc, l'urine, c'est facile à manipuler et ce n'est pas une méthode invasive. Nous avons donc les plaquettes notamment. Donc, il faut à ce moment faire une prise de sang et ça, c'est pas facile à faire. Donc là, on se concentre sur l'urine. Et nous avons donc les événements ischémiques. Nous connaissons bien cela. Il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur le LFABP. Donc les docteurs notamment spécialisés dans les reins. Et voyons qu'une valeur de 10, eh bien, c'est une valeur clé. Et cela concerne tous les variants et pour les deux sexes également. Donc le LFABP est une protéine stable dans l'urine et sa manipulation est donc relativement aisée. Donc, je vais parler un petit peu plus des données et vous comprendrez un petit peu mieux comment tout cela fonctionne. Donc, nous avons donc deux parties dans la cohorte. Alors, avec une fourchette normale et pour une fourchette anormale. Donc, deux parties, comme vous voyez à l'écran. Dans ce groupe-ci, rétention d'oxygène une semaine après l'admission. Voir cette rétention augmente, eh bien, cela sera examiné. Et aussi également le FiO2 qui augmente pendant une semaine. Donc là, vous avez la fourchette normale. C'est environ 8% ou 5%.
Et donc là, vous voyez que dans la deuxième partie, eh bien, l'oxygène sera nécessaire. Ça, c'est une fourchette anormale. Donc 41,7% ont eu besoin d'une augmentation de l'oxygène pendant une semaine. Donc ça, c'est une différence énorme. C'est 8,5 fois plus pour le deuxième groupe. Ça, c'est peut-être quelque chose de prometteur pour détecter les patients qui sont fortement exposés, qui courent des risques importants. Donc le SP02 a été également examiné lors de l'admission, donc avec encore une fois fourchette normale, fourchette anormale. Et donc, nous voyons des valeurs semblables. Vous voyez ça sur la gauche, mais pour le SPO2, eh bien, nous voyons que les valeurs fluctuent. Et là, vous voyez sur la droite, vous avez un SPO2 normal pour la fourchette anormale. Et pour la fourchette normale, eh bien, vous avez donc également ce niveau de SPO2. Et donc, si on prend la moyenne ou la médiane, eh bien, nous voyons qu'il y a simplement 1% de différence, ce qui ne constitue pas une différence statistique significative. Voici un rapport sur les biomarqueurs présents dans l'urine avec LFABP de l'urine. Donc, c'est une étude monocentrée du NCGM. Et donc, cette étude a été menée pour voir si le LFABP dans l'urine peut prédire la gravité clinique du SRAS-CoV-19. Donc, 58 personnes ont été incluses, 12 de cas graves, 13 de cas modérés et 33 de cas légers. Alors, il faut que j'explique également ce graphique-ci. Vous voyez tous les points dans ce graphique. Donc, vous voyez des cas graves et des cas légers. Donc, vous voyez donc le rectangle rouge, ce sont des cas sévères. Le carré bleu sont des cas modérés et des cas légers. Carré vert. Et vous voyez également les ronds, les carrés et les triangles inversés. Là, c'est la gravité une semaine après l'admission et après la gravité à chaque point temporel. Vous voyez le code à la fois des ronds, carrés, triangles et des couleurs. Donc, vous avez donc un rond bleu, par exemple. Un cas vous voyez donc une situation modérée, alors que là ce sont des cas légers, modérés, qui changent ensuite de cas graves. Encore une fois, les deux colonnes au moment de l'admission et une semaine après l'admission. Presque 19 patients étaient dans des cas légers. Et donc, vous voyez que d'une colonne à l'autre, les couleurs changent. Nous voyons qu'il y a plus de rectangles et de triangles. Et si on voit la cohorte de cas graves,
par rapport à la cohorte de cas légers. Donc, vous voyez les deux barres sur le graphique. Donc là, nous avons l'analyse ROC. Ça, ce sont pour les cas sur la gauche. Ce sont les cas graves. Dans ce cas, vous avez la valeur seuil 22, spécificité 84,6, sensibilité 90% et AUC 91,8%. Et à droite, si on a les cas graves plus modérés contre les cas légers, vous voyez que la valeur seuil est de 9 ou 10. Et ROC d'environ 90%. Ça, c'est pour les biomarqueurs présents dans l'urine. Nous avons également une trousse de tests au PDS. Ça, c'est quelque chose qui est disponible au Japon. Et nous avons également le test ELISA. Nous avons donc un taux de correspondance des scores de 90%. La diapo suivante, je vais vous montrer comment utiliser ces tests. C'est un petit peu lent, je suis désolé. Nous avons donc tout cela, donc une version anglaise dans le nuage, parce que sinon c'est en japonais. Bien. Nous sommes en train de recruter des patients. Nous recrutons maintenant des patients avec le site clinicaltrials.gov. Si vous êtes intéressé, eh bien demandez à la JICA et nous pourrons
discuter de votre participation et de voir si vous pouvez utiliser tout cela à des fins de recherche ou pas. Maintenant, mécanisme moléculaire. Le rein reçoit 20% du débit cardiaque. Donc, l'organe qui reçoit le débit cardiaque, c'est le cerveau en premier et ensuite le rein. Et donc, le rein est particulièrement sensible au niveau d'oxygène et détermine le niveau d'hémoglobine également. FABP fait 14 kilodaltons et score de la protéine pour le recyclage de l'énergie. LFAVP s'exprime de façon prédominante dans les tubules proximaux, c'est-à-dire l'endroit qui est le plus sensible à l'oxygène. Si le patient est en situation d'hypoxie, le niveau d'expression de LFABP augmente via la région promotrice, comme vous le voyez sur ce premier cliché. Et donc la région promotrice de LFAVP, là en cas d'hypoxie. Et c'est quasiment la même chose que la protéine qui donc régule le niveau d'hémoglobine. Nous voyons donc que le niveau de LFAVP augmente en cas d'hypoxie. Et donc, nous utilisons une alerte LFABP pour surveiller le risque de COVID-19. Alors, ça peut être une situation d'hypoxie, de choc cytokinique. Et donc, ça permet de déterminer la condition du patient. Et donc, le détenteur du rein en question est bien donc est en situation d'hypoxie. Ça permet de déterminer tout cela. Donc, c'est l'un des premiers organes touchés. Alors, le LFAVP urinaire est dérivé du rein, des cellules tubulaires proximales, avec une augmentation en conditions d'hypoxie et sous grand stress oxydatif. Voyons que le test PDS de l'urine est facile à manipuler et applicable à toute situation. L'urine est virtuellement négative, ne montre pas de COVID-19 avec le test LAMP. Et dans de nombreux pays européens et aux États-Unis, eh bien, ne tiennent pas compte de résultats dans les urines pour déterminer la COVID-19. Alors, un niveau plus élevé de LFABP reflète des conditions d'hypoxie plus élevées dans les cas de pneumonie due à la COVID-19 et susceptibilité au SDRA. Et donc, les taux plus faibles eh bien, certifient un meilleur pronostic. La solution, c'est tout d'abord de rester chez soi ou dans une pièce après avoir été diagnostiqué pour la COVID-19. Et le test LFABP urine doit être effectué dans les 2 jours pour évaluer les risques. Et les ressources médicales devraient se focaliser sur les sujets qui ont des niveaux plus élevés de LFABP. Donc, si c'est une valeur égale ou supérieure à 10, il faut envisager une hospitalisation. Si c'est inférieur à 10, c'est plutôt une observation. Donc, NHK, la chaîne de télévision NHK et NHK World ont fait état de ce sujet en août dernier. Et donc, vous pourrez donc voir également ce rapport. Voici le nom de mes collaborateurs à l'écran et les références. Et si vous êtes intéressé, que vous avez des
questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Voilà, merci de votre attention. Merci à tous. Tout va bien, j'ai terminé. Merci beaucoup, Dr. Noyo, pour cette excellente présentation. Donc, nous sommes arrivés à la fin des présentations formelles par les différents professeurs, Dr. Fukuyama, Noiri. Merci beaucoup pour vos présentations. Nous allons passer maintenant à la session questions-réponses et je vous remercie pour le grand nombre de questions qui nous sont arrivées. Et nous sommes heureux de les voir. Donc, je vais revenir sur la modération de la session. Veuillez noter qu'il est possible que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes vos questions en raison des impératifs de temps, mais nous allons essayer d'en prendre un nombre maximum. Le docteur Isono, s'il vous plaît, pouvez-vous modérer la session questions-réponses? Donc, Dr. Sugiyama, Dr. Noiri, merci beaucoup pour ces excellents exposés. Nous avons déjà reçu un grand nombre de réponses en avance, avant même que le webinaire ne commence, et pendant le webinaire, nous avons reçu des questions supplémentaires. Je suis désolé, nous ne serons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Nous allons répondre aux questions en les sélectionnant par ordre d'importance. La question pour le Dr. Sugiyama. Donc, les variations dans les biomarqueurs. Certains biomarqueurs prédictifs restent stables pendant 5 jours et puis accélèrent après le 5e jour. Donc, je vous remercie pour cette question. Nous sommes en train de chercher l'explication de ce phénomène de pic subite au 5e jour. Et en fait, le niveau CCL17 été réduit dépend de la production d'anticorps et du système, du mécanisme de production des anticorps. Le problème, c'est que le mécanisme détaillé nous est encore inconnu. La manière dont ceci se produit nous est encore inconnue. Je vous remercie. Question pour le docteur Noiri. Est-ce qu'il y a... Oui, alors le LFAB, il y a une corrélation entre le marqueur et le LFAB. Mais si on utilise, par exemple, l'immunoclearance équivalent à IGFA ou GFA, dans ce cas, vous me demanderez peut-être donc comment est-ce que la fonction rénale, comment une réduction de la fonction rénale peut affecter le biomarqueur. La réponse est effectivement qu'il y a un effet. Si le patient a une morbidité ou une pathologie rénale, à ce moment-là, il y aura
un LPAM qui sera plus élevé. Mais de toute façon, il s'agit là de patients à risque élevé, donc ces patients seront repérés rapidement en phase de triage ou de tri, et ce qu'il faut, c'est réussir à propager la compréhension. Les patients sont dans une situation de stress élevé, donc on peut avoir aussi des résultats liés à la déshydratation. Et il faut donc pouvoir procéder à des contrôles réguliers. Peut-être est-ce que c'est lié à la question cardiaque, parce qu'il y aura aussi une fluctuation du rythme cardiaque. Donc, si le patient est en situation d'hypoxie, si on lui donne une certaine quantité d'oxygène, immédiatement après, vous verrez un retour à un rythme plus ou moins normal. Et donc, vous avez des fluctuations. Par contre, si votre patient, je ne pense pas que l'on accorde assez de crédit aux données du Dr Sugiyama. Aujourd'hui, en fait, bon nombre de personnes utilisent cette méthode au point d'arriver, mais il est certain qu'il y aura effectivement des fluctuations. Je vous remercie beaucoup. La question suivante. Les comorbidités telles que le diabète et autres, comment est-ce que ceux-ci peuvent affecter en fait les marqueurs? Oui, j'ai déjà mentionné. Oui, est-ce que vous pouvez reprendre l'explication sur ce point précis? C'était comment est-ce que l'on réussit à exclure en fait les comorbidités? Les comorbidités, dites-vous? Oui, si le patient souffre de comorbidité, diabète, infection ou autre, peut-être qu'une de ces pathologies aura un effet sur les résultats obtenus à l'analyse. Donc, comment est-ce qu'on peut exclure ces comorbidités? Donc, j'ai montré les données, par exemple, pour un patient souffrant d'hépatite C au niveau 3, d'hépatite chronique, il y aura un taux élevé et continu. Cependant, les patients COVID-19 présentent un profil unique avec une pique rapide suivie d'une baisse radicale. Donc, je ne pense pas que les autres infections entrent en jeu dans cette évolution spécifique. Si un patient est par ailleurs en bonne santé et dans la population générale, un taux peu élevé de COVID-19 ne sera pas manifesté ni exprimé. Oui, mais en fait, il faut voir à quel niveau se situe la ligne de base. On ne peut pas effectuer de distinction au niveau de ces différentes morbidités. Ce n'est pas l'objet principal de ce type d'exercice. Donc, ce que je dirais, c'est que chez des patients diabétiques ou souffrant d'hépatite, ils sont particulièrement
vulnérables à la COVID-19 et donc il faut faire très attention car les LVP, femmes en fait ne fournissent pas des données qui soient aussi fiables que dans le cas de patients ne souffrant pas de ces comorbidités. Est-ce que d'autres conditions peuvent affecter en parallèle les résultats obtenus? Oui, c'est toujours possible. Donc, les microhématuries, en fait, n'a pas d'effet. Mais il est nécessaire de faire preuve de beaucoup de discrimination à cet égard. Est-ce qu'il faut faire une prise d'urine toutes les 24 heures? C'est une question importante. Les deux sont possibles, ça ne pose pas de problème particulier. Question similaire. Quel est le coût de ce test? Dans notre pays, donc le Japon, on s'est couvert, le prix tourne autour de 2000 yens. 15 $ à peu près US. Mais quand on apporte ce type de soins à un grand nombre de personnes, et ça c'est ce qu'on sait au niveau de JICA, au niveau de l'OMS, le prix peut baisser radicalement et tomber à moins de 1 $. Donc, dans notre test, avec le Lambda 3, il faut effectivement un appareillage de test. Donc, il faut un appareillage spécial. Oui, il faut une machine qui pratique l'analyse du test de manière automatique. Je vous remercie. Question suivante pour les deux présentateurs. Vous avez déjà expliqué cela plusieurs fois. Mais donc, par rapport aux autres méthodes de test, CRP, etc., pouvez-vous nous synthétiser, expliquer les avantages de la méthode que vous préconisez? Est-ce que c'est plus grande facilité de mesure, moindre sensibilité, moins d'effets? Non, mais alors mon exposé devient un peu des relations publiques là. Non, il n'y a pas besoin de faire de prise de sang, simplement un prélèvement d'urine. Donc c'est totalement non invasif et rapide. 15 minutes à peu près. Je dirais
que c'est peu coûteux aussi. Il n'est pas nécessaire de se doter d'un appareillage extrêmement coûteux et perfectionné pour procéder à ce type d'analyse. Et oui, en ce qui concerne le ROC, oui, la distinction, donc l'effet discriminatoire d'à peu près 90%, donc c'est très fiable. Mais il faut se souvenir qu'il est nécessaire de procéder à cet examen dans les 2 jours qui suivent le diagnostic, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas d'autres données. Donc, il faut que le test soit effectué dans les 2 jours de la formulation du diagnostic. Je vous remercie. Et donc, le lambda 3, le test le lambda 3 est en fait un moyen rapide pour obtenir une analyse sérique. Et le profil, en fait, dans le cadre du CCL 17, est unique pour les cas de COVID-19. Donc, le marqueur est un marqueur très utile dans la mesure où il est lié exclusivement à la COVID-19. Donc, je pense que c'est un marqueur très utile. Nous sommes arrivés pratiquement au bout des questions les plus importantes. Encore une fois, je vous remercie beaucoup pour ces excellents exposés, pour avoir répondu à tellement de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Sano, Dr. Henri Sugiyama. Merci à tous ceux qui ont posé les nombreuses questions. Nous voyons qu'un grand nombre de personnes se sont intéressées à cela. D'autres ont demandé aussi quel est le moyen de nous contacter pour poursuivre cette discussion. Et je pense qu'après le webinaire, je vais afficher l'adresse de contact de manière à ce que vous puissiez entrer en contact avec nous. Bien, nous avons presque terminé. Mais je vais demander au Dr. Isono de bien vouloir reprendre la parole pour nous donner les conclusions auxquelles il est arrivé. Dr. Isono, vous avez la parole. Merci beaucoup à tous. Encore une fois, je tiens à remercier tous les participants pour cette participation active. Nous avons été témoins d'excellents exposés, une bonne séance de questions-réponses. Je pense que beaucoup de recherches sont encore actuellement en cours pour trouver les biomarqueurs ou essayer de déterminer quelle est la sérologie très complexe de la COVID-19, et puis il y a la recherche de médicaments de traitement de la maladie qui est également en cours. Et nous sommes très heureux ce soir d'avoir pu présenter les résultats des recherches faites par nos collègues japonais. Et nous espérons que ceci nous aidera dans la lutte internationale contre la COVID-19. Merci beaucoup à tous les participants. Dr. Sugiyama, Noiri, bien sûr. Merci à tous. Merci, Dr. Isano, pour ce message optimiste. Nous sommes maintenant arrivés à la fin
de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation et nous remercions les exposants par ces excellents présentateurs. N'oubliez pas de nous transmettre votre impression de la manière dont s'est déroulé ce séminaire. Nous ne voulons pas prendre trop de temps, 5 minutes pour obtenir des réponses. Le prochain webinaire aura lieu le 2 juin sur le thème « Comment la détection d'antigènes ne peut pas modifier la trajectoire de la pandémie COVID-19 ». Nous allons vous informer des détails de ce webinaire par email et nous comptons bien vous retrouver lors de ce prochain webinaire. D'ici là, restez en bonne santé, prenez soin de vous. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée.